Bonsoir à tous. Aujourd'hui, un live un peu spécial après l'arrestation de Alexander Samuel, une des personnes importantes de ces derniers mois et dont je souhaiterais vous parler en détail. On va attendre que vous soyez plus nombreux à venir. Ça va me permettre de faire le point aussi sur la situation du mouvement et plus largement d'un pays qui se trouve, je pense, à l'orée d'enjeux extrêmement importants. J'aimerais que vous me disiez si vous m'entendez bien. Il y a eu beaucoup de problèmes techniques ces derniers temps. J'ai eu beaucoup de difficultés à mettre en place cette communication. Donc, j'aimerais avoir de votre part un commentaire à cet égard. Et on commencera dans quelques instants quand vous serez assez nombreux pour parler de ce sujet. On va commencer dans quelques instants. Ce à quoi on assiste dans ce pays, excusez-moi, ces cheveux sont toujours aussi compliqués. On va commencer par le futile, peut-être, les remarques en permanence sur l'esthétique, la forme des lives. Comme vous le savez, j'ai un travail, je suis avocat, je suis chercheur, journaliste, et on n'a pas forcément le temps de le faire dans les meilleures conditions. On fait comme on peut, du bureau, là où l'urgence nous appelle, pour essayer d'éviter d'avoir à passer par les médias mainstream en permanence pour échanger avec vous, et pour respecter tout simplement l'esprit de ce qui s'est passé. Donc, la façon dont on se coiffe, dont on s'habille, dont on illumine les choses, je pense qu'on peut s'en passer. Je fais un peu attention parfois, mais vous voyez, c'est pas forcément évident. Donc, on va parler maintenant de quelque chose de moins futile, malheureusement. L'arrestation d'Alexander Samuel, il y a un peu plus de 48 heures. Celui-ci m'a appelé dès que cette arrestation est intervenue. Alors, un mot tout d'abord sur qui est Alexander Samuel. Alexander Samuel est quelqu'un dont j'ai vérifié le sérieux avant de vous en parler. Je ne m'en porte pas caution car je ne suis pas spécialiste de biologie, mais c'est quand même quelqu'un qui a eu un doctorat à Nice, qui est un chercheur professionnel et qui, il y a quelques mois, a commencé à faire des recherches sur l'effet des gaz lacrymogènes sur les manifestants. Il a fait une découverte intéressante, à savoir que l'effet de long terme des gaz lacrymogènes dans le cadre d'une exposition prolongée n'avait jamais fait l'objet d'études scientifiques. Pour une raison très simple, il faut vivre dans la France de M. Macron pour avoir connu un usage si systématique par les forces de l'ordre d'une arme qui est considérée comme une arme de guerre sur les terrains de conflit et qui dès lors est strictement réglementée. Aucun État n'avait à ce point de façon systématique utilisé les gaz lacrymogènes afin de contrôler une population qui se révoltait contre ses gouvernants. Et donc c'est à partir de ce constat, de ses connaissances scientifiques et du travail qu'il a fait lui-même sur ses recherches en biologie que Alexander Samuel, docteur Alexander Samuel, puisqu'il est titulaire d'un doctorat, qu'il fait partie de la communauté scientifique, a commencé à essayer de réunir tout d'abord toute la littérature scientifique à ce sujet et a entrepris des démarches pour essayer de comprendre quels effets pouvaient être évalués à grande échelle, puisque chaque semaine, des milliers de personnes étaient exposées à ces gaz lacrymogènes de façon complètement arbitraire et absurde, afin de voir si, notamment à travers la métabolisation du cyanure ou la constitution de cyanure par la consommation des principes actifs du gaz lacrymogène, il pouvait y avoir des dangers pour la santé. Il n'est pas du tout de mon ressort de dire s'il y a un enjeu à cet égard ou pas, sanitairement parlant. On a évidemment beaucoup entendu parler de coups de fatigue, de personnes qui ont été en difficulté à ce sujet. On a surtout vu une sorte d'opacité d'État extrêmement importante se mettre en place, très similaire à ce qui est intervenu dans l'affaire de Notre-Dame et le plomb, dont on a montré que l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui est censée contrôler l'action de l'État en termes de santé publique, avait agi en fait de façon parfaitement inféodée par rapport au gouvernement, en cachant de toutes les façons possibles et imaginables les conséquences catastrophiques que la brûlure de milliers de tonnes de plomb lors de Notre-Dame pouvait avoir sur l'environnement. Il y a aujourd'hui, comme vous le savez, 10% des enfants qui ont été testés lors de la dernière étude à Notre-Dame et autour de Notre-Dame qui ont des taux supérieurs à la normale, et parmi eux, encore 10% qui, à minima, sont dans une situation qui requiert une action médicale urgente. On a des concentrations en plomb qui multiplient fois 300 000 le taux naturel de plomb dans les alentours de Notre-Dame.
Et il y a finalement des seuils qui ont été arbitrairement relevés par l'ARS au moment où l'affaire est intervenue, de façon à essayer de masquer la réalité de la situation. On a des travailleurs à qui on a demandé de retirer leur combinaison afin de ne pas effrayer les riverains. Et on a évidemment, pour boucler la boucle et pour comprendre pourquoi tout ceci est intervenu, le directeur de l'ARS d'Île-de-France, qui est en fait un ancien conseiller de Manuel Valls, qui n'a aucun rapport avec la santé, qui est un énarque parmi d'autres, qui est arrivé là pour avoir une position confortable et un salaire confortable, qui a obéi aux ordres de l'État dans le seul but, de l'État et du gouvernement, évidemment dans le seul but de quoi? De permettre à ce gouvernement de prétendre qu'il ne se passait rien. Et sans le travail de l'association Robin des Bois et sans le travail de relais qu'a mis en œuvre Mediapart, on ne saurait rien de tout cela. Donc, ça vous montre aussi à quel point il est important parfois de s'appuyer sur une presse semi-indépendante, comme peut l'être Mediapart, et à quel point surtout la société civile, face au silence de l'État, doit agir. Cela nous montre aussi la précaution que l'on doit avoir par rapport à la communication de l'État sur les questions de santé. On l'a vu sur Lubrizol également, où l'on sait très bien que les conséquences de long terme seront les plus graves et qu'il n'y a évidemment pas que la question de l'intoxication immédiate qui joue dans ces enjeux. Et alors arrive le cas de Dr Alexander Samuel, qui s'occupe de ces affaires, trop conscient probablement des risques qu'il y avait à croire sur parole un État qui par ailleurs ne faisait pas l'effort de rechercher quelle était la vérité en ces domaines et qui n'avait pas commandé d'études suffisantes afin de s'assurer qu'une exposition à un gaz extrêmement violent qui peut provoquer des saignements, qui provoque des vomissements, qui évidemment affectent l'organisme, que les effets de long terme de ces affections n'avaient pas à être estimés. Donc, Dr Alexander Samuel effectue ce travail avec le plus sérieusement possible. Je l'ai vu contacter un nombre de laboratoires importants, notamment à l'étranger. J'ai vu un nombre de scientifiques s'inquiéter du risque de travailler sur ces sujets. Ont-ils raison? Ont-ils tort? Est-ce que Alexander Samuel a découvert quelque chose ou non? Nous ne le savons pas encore. En bon scientifique, il continue à travailler. Le fait est qu'il y a un peu plus de 48 heures, il se fait arrêter alors qu'il marche dans la rue et qu'il s'apprête à rejoindre une amie à Nice, sans qu'aucune raison ne justifie cette arrestation. Il se fait arrêter d'abord, dit-il, pour un relevé d'identité, puis ensuite pour un contrôle un peu plus poussé. Il est confié à la police municipale, puis après récupéré une nouvelle fois. Et il est cette fois mis en garde à vue. Pourquoi? On ne le sait pas. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est ce qui va suivre. On va décider de le perquisitionner. Une perquisition? À quel titre? Monsieur, nous considérons que vous avez participé à une action d'extinction-rébellion dans le but de salir une banque. À quoi monsieur Samuel répond: mais attendez, j'allais retrouver une amie, celle-ci est prête à témoigner, je vous donne son numéro, il suffit de l'appeler. Nous avions convenu d'un rendez-vous, il y a des échanges écrits qui le montrent, à cet endroit précis, de quoi parlez-vous? Rien à faire évidemment, la raison policière s'impose, et le voilà dirigé vers ses appartements, où il est sommé d'ouvrir la porte, et où l'on va commencer à fouiller dans ses affaires. À fouiller dans ses affaires de façon à identifier des éléments qui pourraient être incriminants contre lui. L'on commence par quoi? Par le gaz lacrymogène, ou plutôt les capsules vides de gaz lacrymogène qu'il garde chez lui. On lui dit alors, ce sont les mots d'Alexander Samuel, vous savez que c'est une arme de guerre et que vous risquez 3 ans de prison pour la détenir chez vous. Étrange aveu, n'est-ce pas, de la part de ces policiers qui jouent avec ces armes de guerre et qui chaque semaine l'appliquent sur une population qui ne cherche qu'à s'exprimer. Après l'intimidation assez classique contre ce citoyen, ce jeune citoyen, eh bien, il y a la fouille. La fouille, et notamment la saisie de l'ensemble de son matériel informatique. À quel titre? À quel titre se saisit-on d'un matériel informatique où résident évidemment toutes les preuves accumulées depuis des mois par ce scientifique afin d'essayer de comprendre s'il pouvait y avoir une nocivité de la part de ces gaz lacrymogènes? Question légitime qui devrait habiter tout concitoyen, qui devrait, dans une communauté scientifique saine, au sein d'un espace médiatique sain, agiter les rédactions, agiter les groupes de recherche, agiter les laboratoires afin de s'interroger sur ce qui se jouait. Cela n'est pas fait, alors un citoyen simple, depuis sa ville natale, depuis la ville où il réside plutôt, à Nice, décide de s'en saisir. Et que fait la police? Prendre l'ensemble de ces appareils, ainsi que la documentation qui l'entoure, des livres. En France, aujourd'hui, en 2019, on saisit des livres. On saisit des livres
parce que les livres sont peut-être la plus grande menace qui puisse exister contre ce pouvoir, qui joue de l'ignorance et du mensonge, de la menace et de l'utilisation des moyens de coercition contre son peuple pour se maintenir au pouvoir. Eh bien, M. Samuel se retrouve dans une position où, une fois l'ensemble de ces dispositifs électroniques saisis, il doit retourner en cellule. Et il reste en cellule pour une garde à vue qui est renouvelée sans raison, sans aucune justification. Vous devinez pourquoi? Pour exploiter ces documents. Et cet individu, qui avait déjà été approché par d'autres individus, par des personnes se réclamant des services, qui cherchaient à lui faire parvenir des informations, parfois des informations fausses, car évidemment, le risque le plus important en ces situations, c'est de faire une erreur, de commettre une erreur qui vous décrédibilisera et qui permettra au gouvernement de s'en sortir et de prétendre qu'il n'y avait là, depuis le début, qu'une sorte de complotisme ou d'amateurisme, accusation qui inhibe la parole, qui amène à prendre des précautions, alors qu'en face, tous les moyens sont bons pour se maintenir au pouvoir. Ces arrestations arbitraires ne sont plus tolérables. Et que cet homme ait vu sa procédure classée sans suite, car il était évident, depuis le début, qu'il n'avait rien fait, ne démontre qu'une chose, l'inanité d'un pouvoir et l'utilisation politique d'une police qui devrait, si elle avait un minimum de dignité, refuser de se soumettre à cette situation. Monsieur Samuel, lorsqu'il a été arrêté, a demandé le RIO des agents, ce numéro d'identification qui permet de se retourner contre les policiers qui, excédant leurs ordres ou obéissant à des ordres qui sont explicitement illégaux, pourraient encourir la prison. Il se cache, il se terre, il se masque, alors que nous agissons à cœur ouvert, à visage découvert et sans aucune crainte. Ce qui se passe, les 10 000 arrestations qui, depuis un an, ont écrasé un mouvement, ont cherché à l'intimider par la force. Les 3 000 arrestations en particulier de lycéens, en ce mois de décembre 2018 où la France menaçait de s'embraser, où la jeunesse commençait à rejoindre les Gilets jaunes pour essayer de faire basculer un pouvoir qui, par l'exploitation et la violence, s'imposait. Ces images de Mantes-la-Jolie appellent à des poursuites judiciaires, à une action contre nos dirigeants. Nous avons, avec Maxime Nicole, qui lui aussi a fait l'objet d'arrestations arbitraires, notamment le 14 juillet, en même temps qu'Éric Drouet et que Jean Rodriguez, ordonné par le préfet de police Didier Lallemand, pour faire plaisir au souverain, à l'enfant roi, à Emmanuel Macron, à cet homme qui ne voulait pas, devant les dirigeants étrangers qu'il avait invités, être sifflé, et qui préférait faire arrêter les citoyens le jour de la démonstration de l'honneur des armées, de les faire arrêter de façon purement arbitraire et sans motif légal, plutôt que d'assumer la honte d'être détesté jusqu'au cœur de son pays. Eh bien, Maxime Nicole, qui, lorsqu'il a été arrêté, filmait la garde républicaine pour l'envoyer à son enfant, qui est hospitalisé, aurait dû ce jour-là l'accompagner et qui lui avait demandé de voir ses chevaux. Maxime Nicole qui a passé dans la foulée 6 heures en garde à vue qui a été immédiatement médiatisée, de façon à l'humilier, de façon à écraser encore une fois symboliquement le mouvement des Gilets jaunes, sans qu'à aucun moment la presse ne s'en indigne, sans qu'à aucun moment la presse ne demande compte, dans des circonstances qui ont été filmées, comme celle d'Alexander Samuel, afin de ne laisser aucune place au doute, car nous avons compris que la seule arme que nous avions, c'était la vérité. Eh bien, cette arrestation n'a fait l'objet d'aucune excuse, d'aucune demande de pardon et d'aucune enquête préliminaire, alors que nous avons depuis un mois déposé plainte pour l'empêcher. J'ai parlé avec Alexander Samuel dès sa garde à vue finie, et notre décision est simple. Il ne s'agit pas de protéger l'un seul d'entre nous. Il y en a 10 000 déjà qui ont été atteints, et potentiellement, quiconque aujourd'hui s'opposerait à ce gouvernement. Alors c'est très simple, à partir de maintenant, nous ne laisserons rien passer, et des actions judiciaires systématiques de représailles contre des policiers qui obéiraient à des ordres manifestement illégaux, contre des fonctionnaires qui ordonneraient ces arrestations, quelles que soient les instructions politiques qui leur sont données, et quelle que soit la couverture politique que l'on a promis, ces poursuites judiciaires seront menées. Et s'il faut attendre un changement de régime, et s'il faut attendre que M. Macron quitte son trône et rejoigne cette plèbe et cette masse qui l'inquiète tant, nous allons, mais nous ne laisserons pas impunis des actions qui violent l'état de droit, violent nos principes et violent l'honneur de notre nation. Je vais répondre maintenant à vos questions, parce que c'est une
Affaire extrêmement importante. Un mot auparavant sur ce qui suit. Vous savez, on a essayé d'étouffer notre parole de 1000 façons. On vous a délégitimé, vous en tant que mouvement, vous Français, simples Français, qui avez décidé de porter un gilet. Moi, auteur de Crépuscule, qui avait osé vous défendre. On a essayé de me poursuivre pour incitation à la commission de crimes et délits. Eh bien, nous allons continuer. Nous allons continuer car, avec Crépuscule et avec ce mouvement, n'a fait que naître une prise de conscience au sein des classes les plus défavorisées et les plus fragiles de notre société, mais aussi ailleurs, qu'il y avait un système à réinventer. On m'invite à Polytechnique, à la Sorbonne, pour intervenir auprès de ces élites qui, encore jeunes, encore en formation, cherchent un nouveau chemin, cherchent une façon de se joindre à vous et de réinventer un système qui vise à les exploiter et à en faire des dirigeants qui demain arrêteront, mutileront et borgneront sans raison. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est l'organisation le 16 novembre à Lisbonne d'une importante conférence avec Maxime Nicole, mais aussi et surtout à ses côtés afin de partager ses expériences. Et Maxime sera là pour parler et pour vous le partager des révolutionnaires qui viendront d'Algérie, de Guyane, d'Équateur, de Palestine, des personnes qui ont inventé le mouvement BDS, boycott des investissements sanctions contre les produits des colonies israéliennes, contre l'apartheid qui est mis en place en ces territoires, des personnes qui en Guyane ont résisté contre l'oppression, contre la violence que l'État appliquait à ses concitoyens, en Algérie qui ont mené la révolution, Salah Labouze, Olivier Goudet, en Équateur qui ont mené cette révolution dont vous avez vu les images, non pas dans les médias, mais sur les réseaux sociaux, puisque l'on est trop inquiet de les montrer réellement. Richard Stallman, le fondateur du noyau, GNU, du logiciel libre, qui a permis la création de Linux, qui a permis la création d'Android, qui nous a permis, et qui nous permettra peut-être demain, de nous émanciper de Facebook, d'Amazon, de tous ces circuits qui se servent de notre indignation et de nos luttes pour faire des profits, et qui nous expliquera comment, une fois Facebook utilisé, nous pourrons l'utiliser pour nous émanciper. Nous vous montrerons tout ça en direct, avec aussi des dissidents chinois, Gan Cheng, avocat aveugle, tabassé des dizaines de fois, arrêté des centaines de fois pour avoir défendu les femmes qui se faisaient illégalement avorter. Et nous vous transmettrons les leçons de lutte qui, partout dans le monde, nourriront les nôtres et nous permettront de nous émanciper. Alors, la prise par le haut, et les polytechniques, la Sorbonne, et évidemment la lutte par le bas, ville après ville, village après village, pour vous rencontrer, nous croiser et lutter pour mettre fin à cette injustice délirante à laquelle maintenant il n'y a plus qu'une solution, la résistance par la société, et non plus, comme c'était jusqu'ici, à travers les institutions. Je regarde maintenant vos questions. Est-ce que vous avez des questions sur la situation d'Alexander, qui est sorti donc après 48 heures, sans traumatisme et sans inquiétude, parce que les personnes qui se battent de cette façon, justement, ne tremblent pas. Et c'est là l'une des choses les plus importantes. Les tremblements que nous avons tous eu à un moment ou à un autre, nous les gardons pour les réinvestir et pour nous mettre et nous montrer de façon d'autant plus déterminée face au corps qui, demain, chercherait à nous asservir. Nous sommes, contrairement à eux, des personnes qui tenons debout. Est-ce que vous avez des questions sur les gaz, sur Alexander Samuel ou sur d'autres sujets? Je vois qu'il y a des questions sur Julian Assange, qu'il y a des questions sur l'ensemble des révolutions, j'essaye, sur les copies de sauvegarde, évidemment. Elles ont été non seulement faites, mais il a réussi à récupérer ces données. Mais ce qu'il peut dire maintenant, c'est que l'État est parfaitement au courant des niveaux d'élaboration qu'il avait mis en place, mais surtout des contacts sur lesquels il s'est appuyé pour essayer de trouver la vérité. Est-ce qu'il y aura intimidation ou est-ce que l'État cherchera la transparence et soit nous rassurera en nous indiquant que l'usage de ces gaz lacrymogènes n'est nocif que pour la démocratie ou s'il est aussi pour notre santé. Est-ce qu'on lui a confisqué ses recherches, Laetitia? Non, comme je viens de le dire, ce ne sera pas le cas. Ce n'a pas été le cas. Yann, vous me demandez, est-ce que d'autres avocats souhaitent se joindre à toi dans cette lutte globale? C'est bien l'objectif, non pas de jouer à l'individualité, à ces querelles d'ego qui d'habitude habitent ma profession, mais travailler ensemble. Il y a déjà des collectifs d'avocats qui se battent de façon extrêmement digne pour les Gilets jaunes depuis des mois. Et il s'agit maintenant de faire une offensive d'ampleur, de façon à ne rien lâcher. Alexander, puisqu'il était à Nice, a été défendu par un avocat d'office qui justement venait de là-bas, qui venait d'une zone intéressante de la ville, il en parlera peut-être, et qui a mis une énergie folle et ne va pas
elle ne va rien lâcher. Donc on n'a pas perdu les recherches, elles sont encore là. Et comment l'État et les services de police ont été mis au courant de la teneur de ces travaux, je lui laisse vous répondre, pardon, et vous verrez que il y a beaucoup de sources publiques, comme beaucoup de travail scientifique. Il ne s'agit pas d'opérations mystérieuses. Il s'agit de la collection de données et l'analyse de données à travers toute une série de recherches scientifiques, de formules, de protocoles d'études qui sont appris justement dans le cadre des études qui correspondent à celles que M. Alexander Samuel a fait. Moi, j'ai fait la même chose en droit, mon doctorat en droit. Donc, je suis assez familier de la rigueur scientifique qui est exigée dans ce genre de travaux et de ce que j'ai vu pour l'instant. Il est tout à fait sérieux à cet égard. On vérifiera, une fois que ces travaux seront publiés, ils permettront justement une confrontation avec le reste de la communauté scientifique et nous saurons à ce moment-là ce qu'il en est vraiment. Donc, il continue ses recherches, évidemment, il est en forme, il tient bon et il ne va rien lâcher. Sur la sécurité et sur la capacité à nous protéger, eh bien, ça dépend aussi de notre capacité à nous organiser. Comme vous le savez, il y a des initiatives un peu éparses qui viennent ici et là. On a vu des personnes qui veulent tout d'un coup se rendre à l'Élysée. Je ne sais pas à partir de quelle base ils le font. Ce que je sais, c'est que sans concertation préalable, je ne vois pas ce qui pourrait être tiré de l'Élysée. Moi, j'ai été à l'Élysée, je m'y suis rendu. J'ai travaillé 1 an au Quai d'Orsay. Je sais comment fonctionnent ces appareils de pouvoir et je sais à quel point ces réunions peuvent être nocives pour tout mouvement et à quel point si elles ne sont pas contrôlées d'une façon ou d'une autre, elles amènent à un effondrement. Donc, je suis très sceptique sur notre capacité à tenir si nous ne luttons pas collectivement, si nous ne nous organisons pas de façon à construire un front. Il n'y a pas de mouvement de gilets jaunes. Il y a des Français qui ont mis un gilet jaune. C'est une évidence extrêmement importante. Des Français de tous horizons, de toute classe sociale. Et il n'y a pas de raison que ce mouvement en tant que tel, que cet symbole en tant que tel devienne mouvement, pardon, pour être plus précis. Mais il faut justement, à partir des rencontres que l'on a faites, de la confiance que l'on se sera fait les uns envers les autres, que l'on construise à partir de là des structures importantes pour commencer à préparer la suite, pour résister. Moi, je maintiens une trajectoire individuelle très importante à partir de Crépuscule. Donner une conférence à Polytechnique est extrêmement important, et à la Sorbonne également, parce que ça permet de mettre à bas les stratégies d'éviction qui ont été mises en place par la classe bourgeoise et notamment l'espace médiatique suite à ma dénonciation des réseaux oligarchiques. Mais ça ne peut pas suffire. Il n'y a pas ma survie seule. Si l'ensemble du mouvement est effondré parce qu'il n'aura pas su se défendre face aux attaques auxquelles il a fait face, ne suffira pas. Je serai le 18 novembre sur les grandes gueules pour porter cette parole de radicalité, pour montrer aux médias à quel point ils se sont complus dans une forme d'asservissement au pouvoir extrêmement dangereux et à quel point la situation est pré-révolutionnaire. Je débattrai en décembre avec l'ancien directeur du renseignement de la DGSE dans l'émission de Frédéric Tadei. Et ces éléments sont extrêmement importants car ils démontreront à ceux qui ont voulu nous ridiculiser, à ceux qui ont voulu nous faire passer pour complotistes, à ceux qui ont voulu nous donner l'impression que nous n'étions rien, que tout cela n'était qu'un feu de bois, qu'en fait nous sommes non seulement encore existants, non seulement encore là, mais que surtout nous avons la crédibilité et la capacité de débattre avec les personnes les mieux formées de ce pays, les plus sélectionnées et les plus prêtes à exercer le pouvoir, et que nous sommes également capables de le faire sans le moindre doute à cet égard. Et donc, dans ces circonstances-là, je ne peux pas avancer seul. Je ne peux pas avancer seul. Et s'il y a un comité de soutien à mon égard qui a été créé, que l'on peut trouver sur Facebook, où des personnes s'organisent notamment pour faire traduire Crépuscule de Noam Chomsky, parce que Noam Chomsky me l'a demandé, et lui faire lire en anglais. Et s'il y a des personnes qui s'impliquent au quotidien, de la même façon que moi je m'implique auprès de personnes comme Maxime Nicole, comme Alexander Samuel, afin de leur permettre de continuer à tenir face aux menaces auxquelles qu'ils subissent, c'est bien parce que c'est sur ces réseaux, ce fonctionnement rhizomatique, comme aurait dit Deleuze, que nous parviendrons à survivre et que c'est par cette flexibilité que nous empêcherons l'État de nous écraser. Mais ça requiert un engagement de chacun d'entre vous. Si Jupiter, dont nous avons les maquettes, que je brûle de vous montrer, pour lequel il nous faudra probablement 500 000 € pour démarrer, donc ça sera l'objet d'une collecte de fonds, est-ce que nous serons capables, euro après euro, d'avoir les fonds suffisants pour créer un média alternatif ? Alors que l'on a déjà tous, les médias, les personnes qui travailleront. Est-ce que nous pourrons monter avec des groupes, avec Flyrider, Infoblocage, avec les groupes que nous avons créés pendant les Gilets jaunes, des comités de journalistes qui permettront sur l'ensemble du territoire de couvrir ce qui se passe au niveau le plus local, de montrer ce qu'est véritablement la France, de faire voir à Paris ce qu'est la véritable France. Est-ce que nous allons être capables de mettre en place cela? Ça dépendra de votre capacité, chacun, à vous sentir important, à sentir que vous n'êtes pas rien et que la moindre aide
que vous pourrez nous apporter nous permettra d'avancer. Et c'est ensemble ensuite que nous déciderons collectivement notre avenir. Mais avant tout, il faut construire des procédures et des systèmes qui nous protégeront. De la même façon qu'aujourd'hui, Alexander Samuel doit être défendu jusqu'à ce que ses travaux soient publiés et jusqu'à ce que l'on sache si oui ou non il a permis de lever un lièvre ou si, justement, il n'y en avait pas à lever. Est-ce que c'est une course face au pouvoir? Beaucoup plus que vous le pensez. On est beaucoup plus proche de la ligne d'arrivée que ce que vous croyez. Que ce soit le 5 décembre ou non, n'importe pas. Le 5 décembre, ce n'est pas une inquiétude pour nous. C'est une inquiétude pour les puissants. Ce sont eux qui tremblent à l'idée que ce soit un grand événement. Nous ferons notre travail. Nous lutterons. Nous nous mettrons en grève pour ceux qui le pourront. Nous manifesterons pour ceux qui, s'ils n'ont pas de travail, ne pouvaient par le travail justement se mobiliser et participer au blocage du pays. Nous, à notre échelle, chacun, parce que nous avons la capacité d'inclure tout le monde au sein de notre lutte, nous leur montrerons notre force. Mais nous n'avons pas l'urgence de leur montrer que c'est ce 5 décembre que tout se passera. Nous avons la capacité de tenir. Contrairement à ce que vous pensez, vous n'êtes pas seul et on ne vous lâchera pas. Et donc, tous ceux qui nous écrivent, vous le savez, allez sur ce comité de soutien, envoyez des emails, ou mon email est public, contact@branco-associé.fr, envoyez des messages Facebook, ça prend plus de temps à traiter. Si vous avez des aides juridiques à donner à Alexander Samuel, faites-le, des aides scientifiques, si vous êtes vous aussi docteur, biologiste, j'ai un doute. Qu'importe, allez-y, écrivez-leur, joignez vos forces. Alexander est en train de faire son travail parce qu'il y a des dizaines de scientifiques qui, de façon très généreuse, l'accompagnent dessus. À vous de vous mobiliser. Est-ce qu'il y a un collectif qui existe pour ces arrestations complètement démentes? Il y a des collectifs différents d'avocats qui se mobilisent. Et c'est à vous de vous en saisir. Et c'est à vous de leur demander de vous protéger. Vous les connaissez, ils sont visibles. Il y a ceux qui exercent à Paris, Raphaël Kempf, Ari Halimi. Il y a ceux qui, comme moi, un peu à part, travaillent en souterrain avec un certain nombre de personnes qui ont décidé de me demander de les aider. Il y a des comités que l'on essaie de mettre en place avec Alexander afin de contre-attaquer et dénoncer l'ensemble de ces arrestations arbitraires. Et il y a dans chaque ville, évidemment, des avocats qui ont démontré qu'ils étaient mobilisés. Si vous cherchez à en trouver, eh bien, tout simplement tapez le nom de votre ville, Gilets jaunes, et soit avocat, soit procès, et vous verrez quel avocat s'est mobilisé pour tel ou tel gilet jaune, et c'est lui, vous le saurez, qu'il faudra contacter. Sur la question de la révolution mondiale, il y a un élément important. C'est drôle d'utiliser ces termes, on dirait que c'est presque délirant, et en fait, c'est beaucoup plus sérieux que ce que vous pourriez penser. J'avais annoncé il y a un mois que le Joker deviendrait un symbole, et qu'il était déjà en soi très important. Pourquoi? Parce qu'il montrait que Hollywood lui-même admettait qu'il y avait un renversement symbolique en cours, et que le désir ne se portait plus vers les personnes puissantes, les riches, les Macron, ceux qui les servaient, mais au contraire vers ceux qui résistaient. Et ce renversement symbolique, acté par le lieu de pouvoir économique le plus important et le lieu de production de fiction le plus important, qui est Hollywood, eh bien, tout simplement anticipait des mouvements de fond qui allaient basculer la société. Et si aujourd'hui il y a des révolutions sur tellement de territoires à la fois, c'est pour une raison très simple. C'est que la crise de 2008 a, de façon générale, dévasté les plus fragiles de la société, à qui l'on a fait payer les errements d'un système bancaire et financier de façon unilatérale. Pour sauver ces espaces-là, partout dans le monde, on a fait payer l'ensemble de la société, et donc les plus fragiles les premiers. Et ce resserrement du coup des conditions de vie les plus fragiles, ce resserrement que l'on a essayé de nous attribuer parce que nous étions flemmards, parce que nous étions inadaptés, eh bien, commence à se renverser parce que les inégalités deviennent telles et la violence de la vie devient telle qu'il faut tout simplement se rebeller. Et cela intervient tant en France qu'à Hong Kong, qu'en Équateur, qu'au Liban, et ainsi de suite. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de complot mondial, il y a tout simplement une réaction naturelle face à une oppression qui a trop duré. Et c'est bien les conditions économiques de cette mondialisation qui l'ont provoqué, bien ces inégalités contre lesquelles il faut maintenant lutter. Nous avons été les premiers à agir, les premiers à nous lever. Nous sommes Gilets jaunes, nous sommes la France, ce n'est pas sans hasard. Bonsoir de Dinan, Victoire. Bonsoir à Dinan et aux amis que j'y ai là-bas.
On a beaucoup ri quand j'ai dit ça sur Joker. On commence à comprendre que les rires n'étaient pas justifiés. Je prends deux ou trois dernières questions. Qu'est-ce qui est notifié exactement sur le papier? Classement sans suite. Classement sans suite pour M. Alexander Samuel. C'est une arrestation purement arbitraire. Ils le savaient depuis le début. Non seulement ils ne l'ont pas admis, mais ils ont prolongé sa garde à vue et ils l'ont perquisitionné. Ah, je peux vous dire que ce n'est pas comme ça qu'on traite les puissants. Et que si on vous traite comme ça, c'est qu'il y a une raison de les soupçonner. Les maquettes de Jupiter, c'est tout simplement le visuel de Jupiter. La façon dont sera structuré le journal, ce média que nous allons créer, dans lequel vous écrirez. Parce que nous avons envie que vous racontiez vos histoires, votre territoire, et que vous montriez au reste de la France comment l'on vit là où vous êtes. Pas des parigots qui vont à Dinan, à Jupille, à Cognin, et qui expliquent la vie. Pas des correspondants régionaux qui sont à Lyon, à Bordeaux, tranquillement, et qui de temps en temps font un tour de France. Pas Florence Aubenas avec sa belle plume, qui décide de passer 6 mois comme femme de ménage, en mode vie ma vie, avant de rapporter un ouvrage qui émouvra la bourgeoisie parisienne de par la sensibilité extraordinaire qu'elle a montrée pour les classes, les prolétaires. Non, vous tout simplement qui raconterez votre vécu, qui nous permettrez de voir comment, à travers vos propres yeux, sans passer par ces élites intermédiaires et bourgeoises, vous vivez, vous souffrez et vous aimez. Car c'est le dernier point que je voudrais aborder. L'enjeu de cette époque, c'est tout simplement la capacité à aimer. Et vous le savez tous aussi bien que moi. Dans la précarité, dans l'isolement que provoque cette société, le sentiment le plus rare et le plus difficile à produire, c'est bien celui de l'amour. Et c'est celui qui manque de façon beaucoup trop violente à bien d'entre nous. Et c'est celui, surtout, qui empêche de prendre des risques par peur de le perdre, alors qu'il y aurait peut-être d'autres avenirs à saisir et à embrasser. Et à tous ceux qui, dans la violence et la froideur de ce rejet que l'on pense toujours lié à notre insuffisance, ont souffert ou continuent de souffrir, qu'ils sachent que ce n'est pas leur faute, mais de la part d'une dysfonction d'une société qu'il s'agit maintenant de corriger. Et si nous faisons tout cela, et si nous nous battons pour améliorer nos conditions de vie matérielles, nos institutions, c'est avant tout pour recréer ce lien et nous permettre collectivement de retrouver un sentiment que l'on a tenté d'écraser. Et qu'on les voit, eux, les robots, en costume, froid, et que l'on voit sur ces lives les commentaires cyniques, violents, puissonnels, de ceux qui parlent de la coiffure, de la moustache, de l'éclairage, qui tentent de semer le doute, la laideur. Tout cela est le fruit d'une avarie qui a touché une grande part de la société qu'il s'agit maintenant de rompre et de mettre à bas. Alors, le 16, le 5, qu'importe les dates, avant tout vous structurez, pensez au rôle que vous aurez à occuper, à ce que vous pouvez apporter. Nous avons une chance merveilleuse, c'est de vivre dans une société où nous avons la possibilité de rentrer en contact tous avec les autres. Nous avons la possibilité de nous organiser sans dépendre de ces appareils de pouvoir. Et c'est en les prenant de court, et c'est en accélérant le temps du politique que nous réussirons à les renverser. J'y crois fortement. Et il y a quelqu'un qui me dit « appelez-le autrement que Jupiter, please ». C'est un grand sondage que je vais faire parce que je vous expliquerai pourquoi, entre Jupiter et Aurore, mon cœur balance pour Jupiter, même si c'est un beau couple en fait, il faudrait peut-être les appeler les deux. Mais pourquoi l'Aurore nous semble un peu trop institutionnelle et pourquoi Jupiter nous permet d'avoir une direction et en même temps de leur montrer que nous ne sommes pas dupes et c'est contre eux que nous nous dirigeons. À très vite et partagez au maximum ces informations. C'est très important, revoyez-les pour ceux qui ont raté la partie sur Alexander Samuel. Soyez solidaires. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de petite atteinte à la démocratie et à nos libertés, que ces gestes sont symptomatiques, que les 10 000 personnes qui ont subi ces arrestations étaient le préalable qui a autorisé les violences qui en ont blessé 2000, éborgné, mutilé près de 50 et fait mourir au moins 2 d'entre nous. Une pensée pour Steve, qui est encore là quelque part avec nous, mort pour avoir dansé, et pour les policiers qui, l'ayant tué, restent encore en liberté.